27 janvier, journée internationale de la Shoah. 179 600 rescapés vivent en Israël. 17 000 sont décédés en 2020, dont 900 du coronavirus. Nous verrons dans cette édition comment au sein de l'armée israélienne on vit ce devoir de mémoire et la lutte contre ce nouvel antisémitisme. Mais on commence ce nouveau numéro de Défense avec ces déclarations du général Kenneth McKenzie, commandant du CENTCOM américain en visite en Israël ce jeudi. La guerre avec l'Iran a été évitée grâce au pouvoir de dissuasion de l'armée américaine dans la région. Il s'agirait davantage, selon ce général, d'un calcul politique que militaire de Téhéran face à la nouvelle administration Biden. En attendant, si le général américain vient coordonner les attentes stratégiques sur le dossier iranien, le chef d'état-major Aviv Kochavi s'est montré ferme non seulement à l'encontre d'un nouvel accord cosmétique sur le nucléaire iranien, mais sur l'arsenal de missiles de précision du Hezbollah. Ava Mergi. Si l'accord sur le nucléaire de 2015 s'était matérialisé, l'Iran aurait pu concevoir des armes atomiques. C'est parce que ces accords n'incluent pas les restrictions nécessaires pour empêcher un tel scénario. Face aux exercices militaires iraniens répétés ces derniers jours, le chef d'état-major de Tsahal se veut plus ferme que jamais. En cas d'attaque venue de la région, Tsahal préviendra les populations, mais n'hésitera pas à frapper les rampes de missiles dans les centres urbains, principalement à Beyrouth. Nous avons attaqué plus de 500 cibles en 2020, mais il y a aussi des opérations qui ne sont pas des opérations de ciblage, qui sont d'un autre genre. Je peux dire qu'en tout et pour tout, nous avons réduit la capacité de nos ennemis de faire passer des armements et du matériel par les voies terrestres, maritimes et aériennes. Autre révélation d'Aviv Kochavi, en plus de neutraliser les plus grandes menaces chez ses voisins, Tsahal a mené une opération commando le mois dernier dans un pays qui n'est pas frontalier. Ces dernières années, Israël a opéré au Liban et en Syrie, mais on sait que l'Iran arme aussi les milices chiites au Yémen et en Irak. Les rebelles houthis notamment ont plusieurs fois menacé de cibler Israël. Selon la presse israélienne, c'est Yossi Cohen, le chef du Mossad, qui va se rendre aux États-Unis pour rencontrer le premier Joe Biden. Comment Israël compte s'y prendre cette fois-ci pour discuter justement des négociations sur le nucléaire? Nous avons en ligne Yaakov Nagel, qui est ancien chef du Conseil national de sécurité. C'est vous qui avez mené les négociations en 2015 lors du précédent accord. Clairement, quelle est la stratégie israélienne? Je sais que la position israélienne n'a pas changé depuis 2013. Je suis désolé et inquiet de voir que nous sommes en train de revenir à une situation que nous avons déjà connue. Une partie de l'équipe est même revenue. Ce sont des gens bien, seulement je pense que sur ce sujet précisément, ils se trompent. Il faut bien comprendre que l'Iran cherche à obtenir l'arme nucléaire. Et cela, tout le monde le dit, aussi bien les Américains et les Européens que les Russes et les Chinois qui ne souhaitent pas non plus voir l'Iran acquérir l'arme nucléaire. Le seul moyen d'empêcher cela est de couper toutes les voies susceptibles de conduire l'Iran à acquérir cette arme. L'accord de Vienne sur le nucléaire iranien était un très mauvais accord, s'il est vrai que j'ai été à la tête de l'équipe des experts israéliens qui a cherché à le remodeler et que nous avons plus ou moins réussi à lui apporter quelques modifications. C'était hélas tardif et les Américains étaient déjà déterminés à parvenir à un accord. Aujourd'hui, 7 années se sont écoulées depuis la signature de cet accord et devrait s'ouvrir l'étape durant laquelle des facilités sont accordées à l'Iran, tandis que des restrictions sont levées. Et comme l'a dit Obama, et je le crois, sans un accord, les Iraniens seraient à 2 doigts d'obtenir la bombe et nous devons empêcher cela. C'est pourquoi il faut traiter les 3 aspects du système d'armement, le matériel disponible, le développement du système et les essais. L'accord s'est attaqué à seulement l'un des 3 aspects et même cela il l'a fait de façon insuffisante puisqu'il a laissé aux Iraniens la possibilité d'enrichir l'uranium. Vous dites qu'il faut que l'AIEA soit apolitique. Qu'est-ce que vous insinuez? On retrouve des traces de matière radioactive sur différents sites. Les Iraniens ont commencé à développer et ils le reconnaissent de l'uranium métallique, chose que l'accord prohibe de façon formelle. Même si certains vont prétendre que ceci est destiné à leur centrale de recherche ou pour de l'uranium non enrichi, développer de l'uranium métallique, c'est le début de la création de la bombe. Si nous savions tout cela avant 2015, à mon avis, et on me dit parfois que je suis naïf, je pense que si les Américains et les Européens savaient cela, ils n'auraient pas accepté de clore le dossier de cette façon.
C'est pourquoi j'ai écrit dans mon dernier article, qui est paru aujourd'hui, que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit effectuer son travail avec professionnalisme. Et elle sait le faire. Tout le monde doit la soutenir dans sa mission. Elle doit exiger des Iraniens des réponses. Il n'y a pas de problème à ce qu'il y ait un accord, à condition que celui-ci stoppe de manière définitive. Aux yeux de tous et non seulement aux yeux de ceux qui veulent signer l'accord, la perspective de l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire. Et bien sûr, l'Iran doit rendre des comptes sur tout ce qui a déjà eu lieu avant de pouvoir envisager un quelconque nouvel accord. Certains disent « signons quelque chose de provisoire en attendant ». Je leur dis une seule chose, à partir du moment où vous revenez à l'accord sur le nucléaire, les Iraniens n'auront plus aucune motivation pour discuter avec vous de quoi que ce soit d'autre. Selon des indiscrétions, Yaakov Nagel, c'est Robert Malley qui devrait être l'envoyé spécial sur le dossier iranien. Une vieille connaissance, c'est pas une bonne nouvelle pour Israël. Tout d'abord, les États-Unis sont un État souverain, certes un peu plus grand que nous, et il leur appartient de choisir qui ils veulent pour mener les négociations. De la même façon qu'il appartient à notre Premier ministre de choisir nos négociateurs. Dans le passé, le chef du Conseil de sécurité nationale avait conduit l'équipe. C'était une équipe d'experts dont j'ai été le chef adjoint avant de la diriger. J'ai commencé avec Amidror, puis avec Yossi. Nous étions une véritable équipe. Le plus important en Israël, c'est l'unité de l'équipe qui parvient à parler d'une seule voix, conformément aux directives du Premier ministre. Les membres qui ont un avis différent l'exposent durant nos réunions internes. Mais à l'extérieur, nous parlons d'une seule voix. Le Mossad, Aman, la Commission pour l'énergie atomique, le ministère des Affaires stratégiques, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères, tous parlent d'une seule voix. Il appartient aux Américains de choisir ceux qui discuteront avec nous. Pour le moment, je vois que l'équipe est composée pour l'essentiel d'experts qui étaient en poste lors des préparations du précédent accord. J'imagine qu'ils ont sincèrement cru dans cet accord, même si je pense qu'ils ont dû apprendre beaucoup de choses et peut-être même ont-ils réalisé qu'ils avaient commis une erreur. Mais c'est à peu près la même équipe qui avait négocié l'accord sur le nucléaire. Une partie d'entre eux d'ailleurs n'avait jamais occupé de fonction en rapport avec le nucléaire. Robert Malley, ou Rob Malley comme nous avions l'habitude de l'appeler, a travaillé avec moi sur différents sujets lorsque j'étais chef adjoint du Conseil de sécurité nationale et même par la suite. Nous nous rencontrions à Washington. C'est un Américain et je suppose donc qu'il fera tout ce que lui demandera son président. En fin de compte, les décisions sont prises par leur président et par leur conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan. Par ailleurs, rappelons ici que Jack Sullivan ainsi qu'un ou deux autres responsables actuels au Conseil de sécurité nationale avaient participé aux pourparlers entre Américains et Iraniens à Oman en 2013, qui conduiront à l'accord sur le nucléaire en 2015. Par conséquent, nous connaissons bien leur position sur le sujet. Seulement, nous espérons que depuis, ils ont réalisé qu'ils s'étaient peut-être trompés et qu'ils chercheront à changer. Personne ici ne veut la guerre. Nous voulons tous arriver à un accord, mais à un accord qui empêche l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. À ce stade, ce n'est pas le cas. Merci Yaakov Nagel. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller à la sécurité nationale d'Israël. C'est vous qui avez négocié justement du côté israélien l'accord sur le nucléaire en 2015, tenté en tout cas de négocier cet accord. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. On change complètement d'univers pour ouvrir le dossier sur cette journée internationale de la Shoah. C'était à l'époque un certain Sylvain Shalom, ministre des Affaires étrangères, qui avait demandé à la communauté internationale de se rappeler justement de cette journée. Alors nous avons voulu en parler avec un regard différent. Et je reçois d'ailleurs, et vous me faites l'honneur d'être avec nous, d'être avec moi ce soir, Keren El-Maleh et Noa Khalif, vous êtes toutes les deux soldates volontaires dans l'armée israélienne, c'est-à-dire que vous avez décidé d'émigrer de France à Israël. Vous n'êtes pas encore israélienne. Et pourquoi je vous ai demandé de venir ? Parce que c'était en mars 2012. Vous avez été témoin, chacune dans une position différente, mais géographique j'entends, de cet attentat terrible de Otsar Hatorah à Toulouse, où Mohamed Merah a tué 4 personnes. Vous aviez 9 ans, si je ne me trompe pas à l'époque. 12 ans. Et 12 ans. Pareil, dans la même classe. C'est la première fois que vous en parlez. Pourquoi je vous ai demandé ? Parce que c'est la journée internationale de la Shoah, mais c'est aussi un autre regard, parce que c'est ce nouvel antisémitisme tué parce que juif, tout simplement. Racontez-nous d'abord où vous étiez au moment de l'attentat. Alors, bonjour.
Moi, je venais de rentrer dans l'école, c'était vers 8 h du matin, à l'entrée de l'école. Et il y a une cour de récréation, donc je m'avance un peu et 2 mètres derrière moi, il y a le terroriste qui arrive et j'entends donc les coups de feu. Et du coup, de là, tout est allé très vite. Moi, je me suis retournée un petit peu en voyant un blessé, Brian Bijawi, qui a été blessé sur le côté. Et puis de là, on a commencé à courir. J'ai rejoint donc Keren à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Et on s'est réfugiés pendant des heures et des heures. Quand on a 12 ans, j'imagine que Keren, on ne comprend pas ce qui se passe. Ouais, moi j'étais à l'école, enfin à l'intérieur de la classe, je venais actuellement genre de rentrer quand j'ai entendu les coups de feu, mais je pensais pas que c'était des coups de feu, je pensais que c'était des pétards comme tout le monde parce que c'était Pourim, donc on pensait que c'était des explosifs quoi, pour rigoler. Donc on rentre dans la classe, on attend que tout le monde vienne pour faire la prière et tout d'un coup on comprend pas parce que tout le monde commence à crier, tout le monde commence à courir pour se réfugier et on comprend pas tellement qu'est-ce qui se passe et surtout quand on a 12 ans quoi. Est-ce qu'on vous a expliqué aussi, parce que quand on a 12 ans aussi, on commence à comprendre des choses, mais on n'arrive pas forcément à mettre des mots sur les mots MAUX. Est-ce que on vous a expliqué ce que ça voulait dire tuer parce que juif? Non. On savait un peu, mais on se dit surtout ça n'arrive qu'aux autres et ça ne nous arrive pas vraiment à nous. Et puis quand ça nous arrive, d'abord dans l'empressement de tout ce qui se passe, dans le stress, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis sur le long terme, on se dit en fait, il est venu tuer des élèves de l'école parce que nous sommes juifs et tout simplement parce que nous sommes juifs. Et c'est là que commence l'idée, commence à germer, de vous dire un jour je serai soldate? Oui, moi personnellement c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé que je me suis dit il faut absolument que je protège entre guillemets les juifs, au moins de monter en Israël pour protéger mon pays. Donc direct je me suis dit c'était mon rêve de venir et de protéger l'État d'Israël, de devenir combattante si j'avais la possibilité. Et jusque maintenant je suis maintenant combattante donc Oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est tout un symbole parce que vous, Keren, vous êtes sentinelle aux frontières, donc vous protégez finalement les frontières de l'État. Et vous, Noah, vous êtes combattante à la police, à l'armée, pardon, celle qui protège les points de passage. C'est deux positions différentes, géographiques, mais sur le principe, c'est le même. Vous évitez que des terroristes puissent s'infiltrer dans la grande ville et vous protégez les frontières. Exactement. C'est un symbole quand même, d'être témoin d'un attentat et de venir aussi, et en parler surtout de cette journée internationale de la Shoah, protéger les frontières. Pour vous, ça représente quoi? Ce qui est symbolique pour moi, c'est que je connais Keren depuis toute petite et on a vécu toutes ces choses ensemble. On a évolué ensemble même après ça, puisqu'on est passé de petite fille de 12 ans complètement insouciante à tout d'un coup se rendre compte de tout ce qui peut se passer en France. Et puis, on en est arrivé à là ensemble en Israël et on s'est engagés ensemble à l'armée volontaire. Et voilà, oui, on se retrouve toutes les deux combattantes, des postes différents, mais pour les mêmes raisons, défendre notre pays et les terroristes antisémites. La plupart des gradés israéliens en visite à Auschwitz, cette année malheureusement elle n'aura pas lieu, Covid-19 oblige, oui. Disent plus jamais ça. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? L'armée israélienne, c'est plus jamais ça, c'est plus jamais une Shoah? Je pense qu'on peut essayer d'éviter les choses, mais je pense que l'antisémitisme est toujours présent. Peut-être en Israël, on le ressent moins, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en vrai, nous sommes dans un pays qui n'est pas totalement en paix. Mais en attendant, moi personnellement, je me sens beaucoup plus en sécurité en Israël qu'en France, ce qui est quelque chose d'incroyable, je pense. Et vous m'avez dit hors antenne que vous allez peut-être signer, ce qui n'est généralement pas le cas. C'est-à-dire que vous êtes dans un cursus volontaire de 14 mois, hein, c'est ça? Ou 14 ou 16 mois, 18 mois, pardon. Et généralement, on s'arrête. Vous, Noah, vous avez décidé de vous arrêter, de passer aux études. Oui, moi, ça y est. Dans un mois, j'ai fini l'armée. Vous retrouvez la liberté presque. Et vous, Keren, vous avez décidé de prolonger. Moi, oui, comme j'ai dit avant, c'était mon rêve vraiment d'être à l'armée d'Israël, combattante, voilà. Donc je me suis dit, c'était trop peu de temps pour moi et je voulais vraiment évoluer dans mon poste à l'armée. Donc je me suis dit, faut mieux que je signe. Maintenant, j'espère que ça va se réaliser, mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. Vous comprenez, ça sera ma dernière question, chacune d'entre vous, le parcours réalisé, être témoin de l'un des pires attentats que la France ait connu et être aujourd'hui porter cet uniforme? Oui, bien sûr,
comme on l'a dit tout à l'heure, c'est symbolique. Et même pour nos parents qui restent en France et qui nous voient évoluer comme cela, c'est quelque chose de magnifique, moi, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui ont été comme nous et qui ont été aussi dans cette école, mais aussi aux attentats de Paris, etc. Et qui sont venus aussi en Israël. Et je trouve ça vraiment symbolique. Et Je pense qu'aussi c'est une sorte de revanche, comme si on s'est relevé et on a réussi à faire beaucoup plus que être, je sais pas, être dévasté et ne plus rien faire. Être actrice plutôt que spectatrice. Exactement. Et au final, on se retrouve ici à protéger, entre guillemets, et je pense que c'est le plus important de montrer notre force. C'est pas entre guillemets, je précise, vous protégez complètement. Merci à vous. Merci à vous. Keren El-Maleh et Noa Khelif d'être... C'est possible de rajouter juste que Allez-y. du 1er au 2 février, il y a un appel aux dons pour l'école d'Eva Sandler, qui était la femme du mari des 2 enfants qui sont décédés à l'attentat d'Odzar. Et donc, il y a un appel aux dons pour le Beth Sandler, ces dates-là, en début février. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent taper sur Internet et très facilement trouver le lien. Le message est passé. Merci à vous. beaucoup. Merci à vous. Alors, on referme une page consacrée, bien évidemment, à la Journée internationale de la Shoah. En ce 27 janvier, Pierre Clochendler est parti à la rencontre d'un officier petit-fils de survivants de la Shoah, aujourd'hui au service juridique de Tsahal. Reportage. La famille Wohlhaus a été ballottée à travers le monde par des bouleversements. La Première et la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Une trame centenaire liant 4 générations, l'assimilation en Allemagne, la dispersion durant les persécutions nazies, l'intégration en Australie et l'immigration en Israël. Mon arrière-grand-père Léopold et son frère Oscar se sont battus pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale et ont reçu la Croix de fer pour leur bravoure. Puis les choses ont changé. Ils ont vécu les années 1930, la montée du nazisme. Il était temps de partir. Ils prirent le dernier bateau pour l'Afrique du Sud. Mes parents sont partis pour l'Australie dans les années 80. Je suis monté en Israël il y a 10 ans. Le major Ben Wohlhaus a grandi en Australie. Son engagement dans l'armée israélienne est enraciné dans cet attachement à l'histoire de sa famille. La Shoah fait vraiment partie de mon identité. L'Australie avait le plus grand nombre de survivants par habitant en dehors d'Israël. En grandissant, vous comprenez que Tsahal est là pour défendre Israël et les Israéliens. Et j'ai le sentiment que l'armée israélienne contribue aussi à la sécurité des communautés juives de par le monde. Je voulais servir dans Tsahal. Imprégné d'un sens aigu du devoir et de la mémoire, le major Wohlhaus doit faire face aux conséquences du droit de la guerre et de la guerre du droit. Beaucoup de ces institutions, l'ONU, la Cour pénale internationale, ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale et ont été fondées sur la base de notre expérience. Le danger réside dans la politisation de ces institutions, surtout contre Israël. Et c'est déplorable, car cela met en péril tout le travail que la communauté internationale a fait après la Seconde Guerre. Notre rôle au sein du département du droit international consiste à aider nos soldats à accomplir leur mission conformément à la loi. Cela concerne donc l'autorisation des cibles et des armes. Tsahal est faite de militaires qui respectent l'état de droit. Le droit international de la guerre est profondément ancré dans tous les aspects de nos opérations. Cela suffit pour assurer que nous combattons et défendons notre peuple comme nous le devons. Nous pouvons nous regarder dans le miroir. Le major Wohlhaus trouve du réconfort dans le fait que d'autres armées sont confrontées à des défis juridiques similaires. Il y a 2 ans, l'OTAN est venue à nous parce que cette organisation faisait face à des allégations devant les tribunaux contre des officiers. Nous nous sommes assis avec eux. Nous leur avons parlé, nous les avons assistés et ils ont apprécié nos efforts. Le commandant suprême de l'OTAN nous a décerné un prix. Ce qui est symbolique pour moi, une organisation européenne née de la Seconde Guerre mondiale nous décerne un prix alors que mon arrière-grand-père avait reçu la Croix de fer il y a quelques générations à peine. On change complètement d'univers pour parler avec vous. Yossi Taïeb, merci d'être avec nous. Vous êtes député Chasse du parti orthodoxe Chasse à la Knesset, au Parlement israélien. Pourquoi je vous ai demandé de venir? Dans un deuxième temps, on va parler également de ces soldats orthodoxes. Parce qu'il y en a de plus en plus, d'ailleurs, qui servent au sein de l'armée. Mais j'aimerais vous faire réagir par rapport à l'actualité, bien évidemment. Ces scènes d'émeutes qu'on a vues à Bnei Brak et à Jérusalem, elles vous ont choqué? Elles vous ont fait réagir? Elles m'ont choqué. Je pense que j'étais un des premiers députés
à la Knesset qui a réagi contre ces anarchistes qui ont attaqué ce gendarme. J'ai appelé à les présenter, à les amener en justice et à aller avec eux jusqu'au bout. Par la suite, le leader du parti Chasse, Aryeh Deri, le ministère de l'Intérieur et tous les membres du parti, d'accord, sont sortis et ont accusé ces actes. Je pense que dans un pays démocratique, un pays juif, ces images ne doivent pas apparaître, d'accord ? C'est de l'anarchie. Est-ce que vous leur en voulez, le fait de stigmatiser toute une communauté à ces jeunes-là ? Alors, je pense qu'il faut faire la différence. Il faut commencer par le début, d'accord ? Cette attaque qui a été faite sur ce gendarme, et d'ailleurs ces émeutes ont commencé par ça. C'est des images que j'accuse, d'accord ? Elles n'ont pas lieu d'être dans la société israélienne, peu importe de quel public, que ce soit du public orthodoxe, arabe, religieux, non religieux ou traditionnaliste. On a des gendarmes qui se donnent corps et âme pour la sécurité de l'État d'Israël, pour la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité dans sa totalité. Et c'est des images qui doivent disparaître de la société israélienne. Donc j'accuse ces faits et ces gens-là qui ont attaqué ce gendarme. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps... Par la suite, ça a dégénéralisé et on est arrivé à des émeutes dans la ville de Bnei Brak, dans Jérusalem, dans d'autres villes, dont certains publics, du public orthodoxe, ou des délinquants, ou voire des jeunes qui ne sont pas orthodoxes aujourd'hui, je pense d'ailleurs, c'est sur ça aussi qu'il faut mettre le point, sont venus et ont attaqué les forces de l'ordre qui sont venues, qui étaient censées venir et remettre l'ordre dans la ville. Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, a appelé le soir même le ministre de la sécurité intérieure et lui a demandé de faire le maximum pour que ça ne dégénère pas et qu'ils attaquent et qu'ils mettent en place une opération très spécifique sur ce public, vers ce public spécifique qui a attaqué ce gendarme. Malheureusement, la police a été amenée à faire une opération beaucoup plus large. Je ne rends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pris sur eux, ils ont pris sur eux la décision de rentrer de la manière dont ils sont entrés. C'est ça qui a choqué. Ouais. Mais je pense qu'ils ont fauté sur ça. Ils auraient dû rentrer sur une opération beaucoup plus pointillée, beaucoup plus ciblée. Et il n'y a aucune raison de voir des photos de personnes qui rentrent au supermarché pour faire leurs courses, qui sont attaquées, tabassées par des soldats ou par la police. C'est des images aussi qui ne doivent pas apparaître dans la société israélienne. Maintenant, il est clair, nous parlons de petits publics. D'accord ? Ces publics-là ne représentent pas le monde orthodoxe. Et d'ailleurs, personne n'a sur eux d'impact, que ce soit au niveau des rabbins, au niveau des députés religieux à la Knesset. On ne les représente pas, malheureusement. Et ils ne votent pas pour nous. D'accord ? Ils n'écoutent même pas leurs rabbins. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a une anarchie qui est en train de se mettre en place, qui a existé, qui était minime, qui va et qui grandit. Donc il faut couper... Il faut couper. Il faut, une fois pour toutes, faire une opération ciblée vers ces petits publics et non pas punir toute une société ou tout un public orthodoxe ou une ville entière à cause des images que l'on a vues, qui encore une fois, je condamne ces images, je condamne ces personnes qui ont attaqué ces gendarmes. C'est bien de le dire, Yossi. Yossi Taïeb, vous êtes un ancien combattant. Tout à fait. Vous avez servi dans une unité combattante, vous pouvez dire laquelle ? Givati. Givati. Une unité commando de l'unité Givati. Comment vous vous êtes retrouvé député, chasse, donc soldat combattant. Chasse, ça veut dire qu'il y a des soldats combattants issus de la communauté orthodoxe. Bien sûr, il y en a. D'abord, il y en a de plus en plus, et je suis heureux de savoir que ça existe et qu'il y a des personnes qui décident qu'on peut étudier la Torah, on peut servir en parallèle, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays juif, le seul pays juif du monde. Et je pense qu'un pays juif a l'obligation de donner la possibilité à toute personne qui bon lui semble de pouvoir se poser, étudier la Torah sans être pénalisé. Ceci ne veut pas dire que le monde orthodoxe, le public orthodoxe, pour celui qui bon lui semble, rentre à l'armée.
sert son pays, il y en a qui le servent dans des unités combattantes, il y en a qui servent au sein d'associations humanitaires, que ce soit Zaka, que ce soit Hatzalah, etc. Ezer Metzion, et on peut les citer, Yad Sarah. Je pense que la majorité des associations sociales et humanitaires aujourd'hui, ici en Israël, ont poussé et font partie et sont gérées par le public orthodoxe. Et ça sera ma dernière question, Yossi Taïeb, justement. Est-ce que cette armée-là, ces forces de sécurité ou ce service peut aider cette communauté à aussi être comprise de l'extérieur? Alors, j'ai appelé à la commission de sécurité intérieure, avec mon ami le député Auriel Bousseau, à créer un département religieux, voire orthodoxe, dans la police, qui va faire en sorte que la police, ses dirigeants, en faisant une synchronisation totale avec les dirigeants de la communauté, puissent apprendre à mieux connaître ce public pour pouvoir savoir comment agir de la meilleure façon et surtout, je pense, ramener cette foi du public dans sa majorité, mais aussi du public orthodoxe. Parce que malheureusement, cette perte de confiance envers les forces de l'ordre, on les a vues, on a vu des images graves aussi à Belfort, on a vu des images graves à Tel Aviv. Donc je pense qu'il y a un manque de connaissance des publics, et je pense que c'est le moment que la police fasse rentrer dans ses rangs de plus en plus de représentants de tous les publics, que ce soit les Éthiopiens, que ce soit les religieux, les orthodoxes, etc., pour mieux comprendre la société, pour pouvoir mieux agir envers ces émeutes qui, encore une fois, j'accuse. Merci beaucoup, Yossi Taïeb, député Chasse. Le message est passé. Merci à vous. Voilà, cette émission est terminée. Bonne semaine sur i24.